Bienvenue sur la chaîne Histoire du soir. Nous vous invitons à voyager dans le passé pour vous garantir un sommeil paisible et bénéfique. Abonnez-vous et aimez, et vous plongerez dans un sommeil profond d'ici la fin de la lecture. Fermez les yeux, le voyage commence déjà. À la fin du 7e siècle, une nouvelle menace s'abattit sur l'Europe. Des guerriers scandinaves débarquaient soudainement sur ses côtes, s'enfonçant dans le continent et ne laissant que des cendres derrière eux. Leurs navires traversaient les rivières, se rendant là où d'autres flottes n'étaient jamais parvenues. Les guerriers ne menaient pas de longs sièges et n'entraient pas en négociation. Ils attaquaient rapidement, emportaient des trésors et se retiraient, ne laissant aucune chance de riposte à leurs ennemis. De telles incursions devenaient un phénomène nouveau pour l'Europe, où les guerres se menaient différemment. Les armées se rassemblaient pendant des semaines. Les batailles décidèrent des destins des nations, et les envahisseurs occupaient les terres. Les Vikings ont complètement changé cette pratique, agissant rapidement, frappant aux points faibles et inspirant la peur par leur seule présence. En quelques décennies, les guerriers scandinaves ont accompli ce qui était auparavant impossible pour de nombreux peuples. Ils ont détruit la sécurité que les royaumes de l'Europe occidentale avaient bâtie au fil des siècles. Dans la Scandinavie de l'époque, les gens vivaient selon leurs propres lois et comptaient exclusivement sur eux-mêmes. Le pouvoir ne pouvait être acquis que par la force, et ceux qui n'étaient pas capables de protéger leurs biens les perdaient. Les couronnes n'étaient pas transmises par héritage, mais obtenues grâce à des victoires militaires. Un chef qui parvenait à mener ses guerriers à la gloire et à la richesse attirait des partisans fidèles et devenait le propriétaire de nouveaux territoires. Avec le changement du monde, les personnes qui y vivaient se sont également transformées. Elles sont devenues des chercheurs de nouvelles opportunités au-delà de leur côte natale, se rendant dans des pays lointains, fondant de nouvelles colonies et devenant des dirigeants sur des territoires étrangers. Ce phénomène n'était pas fortuit. Il était le résultat de siècles de lutte pour une vie meilleure et d'un désir d'exploration. Les expéditions des Vikings ont modifié la carte de l'Europe, détruisant les anciennes frontières et créant de nouveaux centres politiques. Leurs attaques ont évolué en conquêtes, ce qui a conduit à la formation de nouveaux États. Ainsi, le duché de Normandie est né dans le nord de la France, dont les dirigeants ont ensuite conquis l'Angleterre. En Bretagne, ils ont établi leurs lois et occupé le trône anglais. En Europe de l'Est, les Vikings se sont affirmés comme une élite dirigeante, contrôlant les routes commerciales et servant dans l'armée byzantine. Malgré la fin de l'ère des Vikings, leur influence continue de se faire sentir. Ils ont fondé des villes, des dynasties, établi des lois et introduit une langue qui est conservée dans la parole anglaise et française. Leurs descendants sont devenus les dirigeants de royaumes, et l'héritage des traditions guerrières et du savoir-faire maritime a servi de base aux flottes qui ont façonné l'avenir de l'Europe. Au début du Moyen Âge, le mot « viking » ne désignait pas un peuple ou une nation. Dans la langue vieux scandinave, il existait deux termes. Vikinger désignait une personne partie en expédition maritime, tandis que Viking se rapportait au voyage lui-même, à l'incursion ou à l'expédition. Ce terme ne dépendait pas de l'origine, de la position sociale ou de la classe. Devenaient des Vikings ceux qui prenaient les armes, s'unissaient en bande et partaient à la recherche de butin pour commercer ou explorer de nouvelles terres. Les expéditions commençaient souvent pour plusieurs semaines, parfois s'étendant sur des années. Mais à leur terme, de nombreux Vikings retournaient à la vie ordinaire, devenant agriculteurs,
artisans ou commerçants. La préparation d'une expédition nécessitait des ressources considérables. Le chef ou le konung, qui organisait l'expédition, devait rassembler des hommes, préparer des navires et faire des provisions de nourriture et d'armement. Parfois, le financement de l'expédition reposait entièrement sur lui. Mais plus souvent, il cherchait le soutien de la noblesse, qui investissait des fonds dans l'espoir de recevoir une part du butin. Des paysans libres ordinaires vendaient parfois leurs biens pour acheter de l'équipement et tenter leur chance en rejoignant une expédition. Après une incursion réussie, les trophées étaient répartis selon des règles établies. Le chef recevait les meilleures offrandes, or, bijoux, armes uniques et tissus. Le reste était partagé entre les participants de l'expédition en fonction de leur contribution. Ceux qui avaient fait preuve de bravoure au combat pouvaient s'attendre à une part plus importante. Une partie du butin était utilisée pour des besoins communs, tels que la construction de navires, le renforcement des établissements et les offrandes religieuses. Si parmi les biens capturés se trouvaient des esclaves, ils étaient soit laissés pour travailler dans les exploitations, soit vendus sur les marchés, notamment dans les pays islamiques et à Byzance, où la demande d'esclaves était élevée. Malgré une langue et des traditions culturelles communes, il existait d'importantes différences entre les Scandinaves. À l'époque des Vikings, le Danemark, la Norvège et la Suède n'étaient pas des États unis, mais représentaient des régions peuplées de nombreux clans, konungs et jarls, chacun gouvernant son propre territoire et cherchant à étendre son influence. Cette fragmentation politique explique les différentes stratégies des Vikings. Les Danois, parmi lesquels se trouvait le plus grand nombre de participants au raid, étaient les plus proches de l'Angleterre et de la France, ce qui en faisait la principale force dans ces régions. Leurs troupes traversaient le détroit, débarquaient sur les côtes, commettant des pillages de monastères et de villes, puis s'installant dans les terres conquises. Avec le temps, leurs actions se sont transformées en une invasion à grande échelle, modifiant l'équilibre des pouvoirs en Bretagne. Au Moyen Âge, une puissante armée païenne, composée principalement de Vikings danois, a débarqué sur les îles, conquérant une partie significative de l'Angleterre et fondant le Danelaw. Plus tard, ces Vikings se sont installés dans le nord de la France. Le roi franc, Charles le Simple, a cédé aux Vikings rollons des terres à l'embouchure de la Seine, dans une tentative d'arrêter les attaques. Cela a conduit à la formation du duché de Normandie, dont les dirigeants, quelques générations plus tard, ont joué un rôle crucial dans l'histoire européenne. Les Norvégiens ont choisi une autre direction, car leurs terres étaient éloignées des nombreux royaumes européens, mais offraient de vastes possibilités en mer. Ils se sont dirigés vers l'ouest, découvrant de nouvelles îles et établissant des colonies dans des endroits inhabités. À la fin du siècle, ils avaient colonisé l'Islande et quelques décennies plus tard, ils atteignaient le Groenland. Malgré des conditions difficiles, leurs colonies ont existé pendant des siècles, maintenant un lien avec l'Europe. Ils ont également progressé le long des côtes de l'Irlande et de l'Écosse, créant des centres commerciaux et des fortifications. Leurs navires ont traversé l'océan Atlantique et atteint les côtes de l'Amérique du Nord, où ils ont fondé une colonie dans une région connue sous le nom de Vinland. Ce furent les premiers Européens à poser le pied sur cette terre, nouvellement acquise, 5 siècles avant Christophe Colomb. Les Vikings suédois se sont dirigés vers l'Est, concentrant leurs efforts sur le commerce plutôt que sur des conquêtes massives. Ils ont utilisé les voies navigables reliant la mer Baltique à la mer Noire, contrôlant les flux de marchandises, d'argent, de fourrures et d'armes. Leurs bandes fondaient des colonies
fortifiées, qui se sont ensuite développées en grandes villes. Au lieu de soumettre les peuples, ils établissaient un contrôle sur les routes commerciales et forgeaient des alliances avec les dirigeants locaux. Leur influence est également perceptible dans l'histoire de la Russe, où les chefs varegs sont devenus une partie de l'élite locale, et leurs troupes ont servi dans l'armée byzantine. Chaque peuple cherchait son propre chemin, mais tous étaient unis par la soif de nouvelles opportunités, le désir de richesse et la quête de gloire. Ils choisissaient leur direction en fonction de ce que les terres environnantes leur offraient, mais regardaient toujours au-delà de l'horizon. Les Vikings représentaient pour l'Europe une énigme, leurs navires apparaissant soudainement à l'horizon. L'attaque se produisait rapidement et les conséquences demeuraient longtemps. Après leur passage, il ne restait rien d'autre que des colonies détruites, des personnes réduites en esclavage et des peurs pour ceux qui avaient survécu. Les contemporains ne savaient rien de précis à leur sujet et ne pouvaient comprendre d'où ils venaient, mais racontaient des histoires sur ces barbares du Nord qui ne craignaient ni les rois, ni les dieux, ni leur propre mort. L'Angleterre a été la première à faire face à la puissance des Vikings, et pour les Anglo-Saxons, ils représentaient la menace la plus sérieuse. Dans les monastères, cela était perçu comme une punition pour les péchés, ainsi qu'un témoignage de la force des dieux nordiques par rapport au Christ et à la fin des temps qui approchait. La chronique anglo-saxonne rapporte « Cette année-là, des païens sont venus, ont détruit des églises, tué des prêtres, pillé des trésors, brûlé des maisons et emmené des gens en esclavage. Cependant, les Vikings ne s'intéressaient pas seulement à la richesse. Ils méprisaient les prêtres chrétiens et ne pouvaient comprendre comment on pouvait vénérer un Dieu qui interdit les combats, supporte les humiliations et pardonne aux ennemis. Le christianisme leur semblait être la religion des faibles. Un des témoignages mentionne que les Vikings se moquaient des moines, qui avaient perdu la capacité de se défendre eux-mêmes et avaient préféré la prière aux épées. Les chroniqueurs francs éprouvaient envers les Vikings la même haine, mais avec une approche plus pragmatique. Ils les appelaient « Nordmen » ou « Hommes du Nord », soulignant qu'ils étaient un adversaire redoutable et calculateur. Un chroniqueur a remarqué que les Vikings ne pillaient pas sans raison, mais menaient un jeu complexe, exploitant la désunion des royaumes européens et attaquant là où la protection était absente. L'un des chroniqueurs a amèrement constaté « Ils reviennent encore et encore, parce que nous créons nous-mêmes les conditions pour cela. Nous sommes faibles et désunis, et ils le comprennent bien. » Les Byzantins considéraient les Vikings sous un autre angle. Bien qu'ils les considéraient comme des barbares, ces barbares leur étaient utiles. Les Vikings facilitaient le commerce avec les terres du Nord et venaient à Constantinople non seulement armés, mais aussi chargés de marchandises. Les chroniqueurs orientaux notèrent qu'ils étaient des marins habiles et des guerriers courageux, mais également rudes dans leur quotidien, amateurs de boissons et prompts à la colère. Lorsque les Vikings ont compris qu'il était plus avantageux d'être des alliés de Byzance plutôt que des rivaux, ils sont devenus mercenaires et ont intégré la garde varègue, chargée de protéger les empereurs. Une chronique affirme qu'ils sont incorruptibles, fidèles à leur commandant et se battent jusqu'au dernier. Des légendes circulaient sur leur puissance, tout comme sur leurs coutumes. Un écrivain byzantin a remarqué qu'après la bataille, les Vikings dépouillaient les ennemis vaincus de leur peau et organisaient des beuveries capables de détruire un homme ordinaire. En revanche, les marchands et voyageurs arabes les percevaient différemment, les appelant ruses et les rencontraient plus souvent en tant que commerçants venant du Nord avec des fourrures, des épées
et des esclaves. Les chroniqueurs arabes soulignaient leur force, leur endurance et leurs grandes silhouettes blondes. Un des auteurs les a comparés à des palmiers. Ils sont grands, avec de longs cheveux tressés. Chaque jour, ils nettoient leurs armes et ne supportent pas la rouille. Néanmoins, les Arabes considéraient également les Vikings comme sauvages. Le célèbre voyageur Ahmad ibn Fadlan écrivait « Ils sont les plus sales de toutes les créations d'Allah. » Ils ne se laveront pas, ne laveront pas leurs vêtements et n'averont pas le temps de nettoyer. Cependant, cela ne s'appliquait pas à tous les Vikings, mais spécifiquement à ceux que l'auteur a rencontrés lors de son expédition. Il est possible que les guerriers étaient simplement en campagne. Il a également été choqué par leur cruauté et la sauvagerie de leurs coutumes, en particulier dans les rituels funéraires. Lorsque mourait un chef noble, son corps était conservé avec des sacrifices, des esclaves et des concubines. Ibn Fadlan décrivait avec horreur le processus où une jeune fille était enivrée jusqu'à l'inconscience, puis tuée devant tout le monde afin qu'elle puisse accompagner son maître dans l'au-delà. Malgré leur dégoût, les Arabes manifestaient du respect envers les guerriers du Nord. Ils notèrent que les Russes ne quittaient jamais le champ de bataille et ne reculèrent pas par peur, et que leurs compagnies étaient plus solidement unies que celles d'autres peuples. Bien que les Vikings soient originaires de Scandinavie, leurs troupes comprenaient souvent des personnes de différentes nationalités. Quiconque en quête de richesse, de gloire ou d'une nouvelle vie pouvait les rejoindre indépendamment de ses origines. Les Slaves combattaient souvent contre les Vikings, mais ils se laissaient parfois tenter par des raids communs, surtout lors des campagnes orientales. Les Varegs interagissaient activement avec les tribus slaves orientales et avec le temps devenaient une partie de leur élite. Il existe des témoignages de slaves combattant aux côtés des Vikings lors des campagnes contre Byzance, ainsi que de certains d'entre eux servant dans la garde Vareg. Les Celtes n'étaient également pas considérés par les Vikings uniquement comme des ennemis. En Irlande et en Écosse, les Scandinaves non seulement combattaient contre les clans locaux, mais formaient aussi des alliances avec eux. Les chroniques irlandaises mentionnent des troupes mixtes composées de Vikings et d'Irlandais. Les Vikings prenaient des femmes celtes pour épouses, fondèrent des familles et construisaient des établissements qui, avec le temps, devenaient une partie de la culture locale. Les Baltes ont également joué un rôle significatif, notamment le long des côtes de la mer Baltique, où se trouvaient des centres commerciaux clés. Les Scandinaves ne se contentaient pas de commercer ici, mais engageaient aussi des guerriers locaux, qui devenaient bien souvent une partie de leurs équipages lors de campagnes lointaines. Leur influence était particulièrement visible à l'Est, où ils interagissaient activement avec les princes Varegs. Le monde des Vikings s'ouvrait à tous ceux prêts à prendre une épée et à partir en voyage. Leurs compagnies n'étaient pas limitées par des frontières nationales. Elles aspiraient à la richesse, à la gloire et à l'aventure. Le monde des futurs Vikings était rude, ce qui a considérablement influencé leur caractère bien avant le début de l'ère des expéditions. Au VIe siècle, la Scandinavie était un pays aux longs hivers, aux étés courts et aux ressources limitées. La fertilité des sols était faible, le bétail supportait mal le froid hivernal, et les villages survivaient grâce à la persévérance et au soutien mutuel pour faire face aux difficultés de la vie. Les gens avaient appris à être résolus, endurants et attentifs aux nouvelles opportunités. Lorsque la terre ne pouvait pas fournir de nourriture, il ne restait qu'un accès à la mer. L'une des principales raisons qui poussaient les Scandinaves
à partir en expédition était le manque de terre. Avec la croissance de la population, les superficies de terres agricoles restantes étaient extrêmement limitées. En général, la terre était transmise aux fils aînés, tandis que les cadets devaient chercher leur propre voie. Certains restaient travailler pour d'autres, mais beaucoup choisissaient une voie alternative, devenant guerriers, marchands ou voyageurs. Les expéditions offraient des opportunités pour obtenir des récompenses, atteindre un statut et même fonder leur propre exploitation dans de nouvelles terres. Les conflits internes aggravaient la situation. À cette époque, la Scandinavie était un ensemble de petits royaumes, de villages et de terres tribales, sans autorité centralisée. Les alliances étaient éphémères, et les disputes entre dirigeants menaient d'un souvent à des affrontements armés. Les vaincus quittaient souvent leurs terres avec leurs gens, pas toujours de leur plein gré, mais presque toujours avec une arme à la main. Ceux qui ne trouvaient pas leur place dans leur patrie étaient déterminés à la chercher au-delà des mers. Dans le contexte de l'instabilité politique et du manque de ressources, les problèmes climatiques se sont également intensifiés. Au VIe et VIIe siècle, le climat est devenu plus froid et plus imprévisible, entraînant une baisse des récoltes et une augmentation des années de famine. Comme s'ils avaient épuisé leurs réserves de grains, les gens ont commencé à chercher de nouvelles façons de survivre. L'une de ces options est devenue les expéditions, car l'épée et la voile ouvraient des voies vers des opportunités que la terre natale ne pouvait pas offrir. Les expéditions avaient à la fois une signification militaire et sociale. Dans la société scandinave, la générosité du chef était hautement appréciée. Celui qui rapportait des butins à la maison les partageait avec ses compagnons, renforçant ainsi leur loyauté. Les expéditions servaient de moyens d'accumulation de richesses, de renforcement du pouvoir et d'influence politique. Envoyer un navire en mer, rassembler une troupe et revenir avec des trophées signifiait non seulement un succès personnel, mais aussi une augmentation de l'autorité politique. Pour de nombreux jeunes hommes, participer à une expédition représentait une épreuve et une chance de démontrer leurs capacités. La gloire et la réputation étaient tout aussi précieuses que l'or. Un guerrier faisant preuve de bravoure gagnait le respect et parfois même le bon nom d'une noble fiancée. Même la mort sur le champ de bataille était perçue comme un chemin vers la gloire éternelle. Lorsque les Vikings ont commencé à apparaître pour la première fois sur les côtes européennes, ils ont été qualifiés de bandits et de meurtriers. Leur réputation s'est façonnée sur la base des premiers raids, des monastères incendiés et des habitants réduits en esclavage. Dès le début de leurs expéditions, les Vikings choisissaient délibérément leurs cibles, frappant des régions riches et faiblement défendues, où il était possible d'obtenir un maximum de butin avec un minimum de risque. Avec l'accumulation d'expérience, les troupes ont commencé à évaluer la situation de manière plus large. Au lieu de détruire complètement les villes, les Vikings ont commencé à utiliser les territoires conquis comme des ressources. Cela concernait non seulement la terre et les habitants, mais aussi l'infrastructure, là où tout était auparavant détruit. Des marchés, des entrepôts et des ateliers ont commencé à émerger. Jorvik, en Grande-Bretagne, est devenu un important centre d'artisanat et de commerce. D'un camp temporaire, il est devenu un point d'échange permanent où se rassemblaient marchands et artisans pour des opérations commerciales et la collecte de taxes. Des nœuds commerciaux similaires ont émergé en Irlande et en Écosse. À l'est, le commerce se développait le long des rivières Dniepr, Volga et Neman, offrant aux Scandinaves
un accès à Byzance et à la région islamique, ainsi que la possibilité d'échanger avec des marchands arabes et persans. Ces routes commerciales sont devenues des éléments clés de l'économie scandinave. Les navires sont devenus un élément clé de ce système. Les dracars scandinaves, caractérisés par leur rapidité, leur légèreté et leur faible tirant d'eau, ont donné aux Vikings un avantage tactique que l'Europe ne pouvait pas contrer. Ces bateaux se déplaçaient librement sur les rivières, débarquaient le long de n'importe quelle côte et disparaissaient tout aussi rapidement du territoire en question. Les murs, les garnisons et les obstacles naturels ne pouvaient leur résister. Les guerriers apparaissaient là où personne n'attendait d'attaque et disparaissaient avant que l'ennemi ait le temps de réagir. Cependant, les mêmes navires qui transportaient des guerriers transportaient également des marchandises. À bord, voyageaient artisans, marchands et messagers, avec lesquels circulaient des connaissances et se nouaient des liens politiques. Les navires servaient d'outils pour la conquête, l'échange et l'élargissement des horizons. C'est grâce à eux que les Vikings bénéficiaient de rapidité, de manœuvrabilité et d'autonomie. Avec le renforcement du désir de sédentarisation, des formes de gouvernance locale ont émergé. Les Vikings ont commencé à percevoir des tribus, à établir des règles commerciales, à négocier avec les élites locales et à contrôler les établissements et les points d'échange. Leur gestion englobait la protection des routes, la collecte des impôts, la gestion des terres et l'organisation de foires. Les communautés locales ont également commencé à s'impliquer dans ce système. Une partie des tribus était destinée aux nouveaux dirigeants, tandis que le reste restait dans l'économie, contribuant à la stabilité. Au lieu de camps temporaires, des établissements permanents ont commencé à émerger. La gestion des territoires conquis est devenue plus rentable que leur destruction. Les personnes possédant des compétences en comptabilité, en conclusion de contrats, en organisation de mesures de protection et en facilitation du commerce étaient tout aussi appréciées que celles qui manœuvraient l'épée. Avec le développement de l'économie des Vikings et le passage d'attaques spontanées à des opérations soigneusement planifiées, une nouvelle méthode de sélection des cibles est apparue. Pour comprendre leur ancrage en Europe, il convient de revenir au moment où leur nom a été mentionné pour la première fois dans les chroniques historiques. Le 8 juin 793, le monastère de Lindisfarne, sur la côte nord-est de l'Angleterre, a été attaqué. Des navires aux constructions inconnues des habitants ont accosté. Des hommes armés ont débarqué, agissant rapidement et sans aucune négociation, sans expliquer leurs intentions. En quelques heures, le monastère a été pillé et ses occupants n'ont pas pu résister. Ceux qui n'ont pas eu le temps de se cacher ont été tués ou capturés. Les moines captifs étaient utilisés comme esclaves ou vendus sur les marchés. Seuls ceux possédant des connaissances et pouvant être utiles, comme ceux capables de soigner, de tenir des comptes ou parlant plusieurs langues, étaient laissés en vie. Le monastère de Lindisfarne avait une importance clé, remplissant des fonctions religieuses, éducatives et administratives. Il abritait des reliques, procédait à la copie de livres et accumulait des richesses provenant de la noblesse locale. En même temps, le monastère ne disposait pas de structures défensives. Étant situé sur une île et considéré comme un territoire, ne nécessitant pas de protection. Les Scandinaves ne l'ont pas choisi par hasard. L'attaque visait un endroit avec un fort potentiel de profit à des coûts minimaux. Le monastère était situé à proximité immédiate de la mer, n'avait pas de garnison et est devenu un centre d'accumulation de valeurs. Ce choix était perçu comme la logique des premières incursions,
concentrés sur des lieux vulnérables mais riches. Le saccage de Lindisfarne a eu un énorme retentissement et a été documenté dans les chroniques comme une catastrophe. Des descriptions des envahisseurs attaquant la sainteté chrétienne depuis la mer sont apparues dans les textes historiques. Cette attaque symbolisait le début d'une nouvelle époque. Rapidement, de telles attaques sont devenues régulières. Après Lindisfarne, des raids similaires ont commencé dans d'autres royaumes, touchant des monastères à Jarrow, en Irlande, ainsi que sur les côtes du pays de Galles et de l'Écosse. Les Scandinaves ont progressivement élargi l'échelle de leurs expéditions, notant des lieux appropriés pour le débarquement, explorant la côte et analysant la préparation des communautés locales à la défense. Les attaques répétées sur les mêmes territoires sont devenues une pratique courante. La situation politique en Bretagne favorisait les raids. L'île était divisée en plusieurs royaumes indépendants, tels que Northumbrie, Mercie, Wessex et Est-Anglie, qui n'avaient pas de gestion centralisée et ne coordonnaient pas leurs actions. Cette fragmentation est née historiquement après le départ des Romains au XXe siècle, lorsque la Bretagne s'est retrouvée divisée entre divers peuples anglo-saxons. Chaque région s'est développée de manière autonome, créant ses propres structures de pouvoir et de défense. L'absence de commandement unifié et les conflits internes constants affaiblissaient de leur capacité à faire face aux menaces extérieures, et la protection des côtes n'était pas une priorité. Les Vikings ont activement profité de cette situation, menant des raids rapides, se déplaçant rapidement et de manière inattendue, sans s'engager dans des batailles prolongées, mais atteignant leurs objectifs. Lorsque des fortifications commençaient à être construites dans une région, la prochaine attaque était lancée ailleurs. Sur le continent, la situation était similaire. Après la chute de l'empire de Charlemagne, le pouvoir n'était plus concentré entre les mains d'un seul souverain, ce qui affaiblissait la défense centralisée. Les villes situées à l'intérieur des terres n'étaient pas considérées comme vulnérables, mais les Scandinaves utilisaient les rivières comme voies de transport. Ils remontaient la Seine, la Loire et la Garonne, attaquant les centres commerciaux et administratifs. Les navires vikings offraient une grande manœuvrabilité, leur permettant de contourner les structures défensives et d'apparaître là où l'attaque n'était pas attendue. Les troupes locales n'avaient pas le temps de venir à leur secours. Les premières décennies de l'expansion viking se caractérisaient par le pragmatisme, la flexibilité et la précision des actions. Les Scandinaves ne cherchaient pas à conquérir complètement. Ils étudiaient la situation, identifiaient les points vulnérables et profitaient des opportunités qui se présentaient. L'Europe à cette époque était vulnérable, ce qui a favorisé le succès des premières expéditions et permis aux Vikings de s'implanter. En 865, un nouveau chapitre des expansions scandinaves a commencé en Bretagne. À ce moment-là, les Vikings avaient régulièrement mené des raids sur des monastères et des établissements côtiers pendant 70 ans. Mais leur stratégie avait désormais changé. Une campagne à grande échelle, visant à conquérir et à maintenir des territoires, avait débuté, remplaçant le pillage rapide. Selon la chronique anglo-saxonne et d'autres sources, cette année-là, un soi-disant grand armée païenne est arrivé sur le territoire anglais. Les chercheurs contemporains la caractérisent comme la force militaire viking la plus organisée et la plus nombreuse de toute l'histoire de leur présence en Bretagne, dont le nombre pourrait atteindre plusieurs milliers de personnes. Il ne s'agissait pas simplement d'un groupe de pillards, mais d'une armée mobile avec une bonne logistique de campagne, un commandement et une stratégie. À la tête de cette formation se trouvaient les fils de Ragnar Lodbrok,
Ivar le Désossé, Halfdan et Ubbe. Leurs noms sont mentionnés dans les sagas et chroniques scandinaves, bien que leur véracité historique continue de susciter des débats. Selon la légende, les Vikings ont envahi l'Angleterre pour venger la mort de leur père, qui aurait été tué par le roi de Northumbrie, Ella. La question de la réalité même de Ragnar reste ouverte. Sa figure est principalement connue par les sagas islandaises, où il apparaît comme un célèbre guerrier et souverain, ayant mené des expéditions en France et en Bretagne. Cependant, ces textes ont été rédigés plusieurs siècles après les événements supposés. Les historiens ont tendance à considérer Ragnar comme une figure composite, basée sur plusieurs chefs scandinaves réels de l'époque. Si un tel homme a réellement existé, il était déjà mort au moment de l'apparition de la Grande Armée, et l'arrivée de ses fils en Angleterre s'est produite après sa mort, qu'elle soit légendaire ou historique. À cette époque, l'Angleterre était politiquement fragmentée, ayant perdu d'importantes ressources à la suite de longs conflits internes. Les royaumes ne formaient que des alliances temporaires. Le changement fréquent de pouvoir et l'absence d'un système de défense unifié créaient des conditions propices à l'avancée progressive des Vikings, qui ne rencontraient qu'une résistance locale. Les premiers succès notables de la Grande Armée furent observés en Northumbrie, où en 860, les Vikings prirent la capitale, la ville de York. Ce peuplement avait une importance stratégique, car son contrôle assurait la gestion des routes commerciales du Nord et permettait aux Vikings de s'implanter dans la région. Peu après, les rois de Northumbrie, Ella et Osberh, tentèrent de reprendre York, mais leur armée fut vaincue et les deux souverains périrent au combat. Par la suite, les Vikings avancèrent vers l'Est-Anglie, où le roi local, Edmund, fut capturé et, selon la tradition, exécuté pour avoir refusé de renier le christianisme. Sa mort acquit une signification symbolique et par la suite, il fut reconnu comme martyr et canonisé, devenant ainsi l'un des saints nationaux. Après la conquête de l'Est-Anglie, les Vikings concentrèrent leurs efforts sur le territoire de Mercie, où la résistance organisée était pratiquement inexistante. Certaines villes se rendirent sans résistance. Le roi de Mercie, Burgred, préféra s'exiler, et la région passa sous le contrôle des envahisseurs. Le seul royaume qui ne se soumit pas durant cette campagne fut le Wessex. Son souverain, Alfred le Grand, refusa de payer un rançon et commença à organiser la défense, mais ces événements se produisirent plus tard. À la mi-880, presque toute l'Angleterre orientale et centrale était sous le contrôle des Vikings. Ces terres commencèrent à être colonisées dans le cadre du Danelaw, où le droit scandinave était instauré, des établissements étaient construits et le commerce se développait. La Grande Armée était venue non seulement pour s'enrichir, mais aussi avec l'intention d'établir une présence durable et de modifier l'ordre sur les territoires conquis. À la fin du siècle, les Vikings n'étaient plus perçus comme une menace imprévisible. Leurs expéditions faisaient désormais partie de la pratique politique ordinaire en Europe. Ils ne se contentaient pas de piller, mais organisaient également de véritables expéditions militaires. Les terres franques, qui semblaient auparavant inaccessibles, devinrent une cible appropriée pour des attaques par voie maritime. Parmi toutes les expéditions, le siège de Paris en 885 fut la plus grande opération des Scandinaves contre le royaume des Francs occidentaux. À cette époque, l'empire de Charlemagne s'était déjà effondré. Bien que ses frontières fussent formellement maintenues, le pouvoir réel était concentré entre les mains des seigneurs locaux. L'armée centrale s'était affaiblie.
L'autorité royale avait perdu de son prestige et chaque grande ville se défendait en fait de manière autonome. Paris, bien qu'il ne fût pas encore devenu la capitale, jouait déjà un rôle important en tant que nœud commercial et point stratégique sur la Seine, ce qui en fit une cible symbolique. À l'automne de cette année-là, une grande armée de Vikings s'approcha de la ville. Les chroniques franques témoignent de 500 à 700 navires, ce qui, même en tenant compte des éventuelles exagérations, indique des forces considérables. Le nombre total de guerriers était estimé entre 3000 et 10 000, et même selon l'estimation la plus basse, cette expédition s'avéra être la plus importante de l'histoire des conflits avec les Francs. L'armée était dirigée par un chef nommé Siegfried, qui proposa à la ville de se rendre et de verser une rançon, comme de nombreuses autres villes dans une situation similaire. Cependant, Paris refusa cette fois-ci. La défense fut dirigée par le comte Oda, un jeune féodal sans soutien direct du roi. Il renforça la ville et concentra la défense sur l'île de la Cité, un avant-poste naturel au centre de la rivière, relié aux rives par 2 ponts en bois. Cette décision permit de mener une défense efficace malgré la supériorité numérique de l'ennemi. Les premières attaques des Vikings furent rapides et agressives. Ils brûlèrent les ponts et tentèrent de percer par terre et par mer, mais toutes leurs tentatives échouèrent. La ville résistait et le siège commença durant presque une année entière. Les Vikings bloquaient l'approvisionnement en nourriture, ravageaient les environs, brûlaient des villages et tendraient des embuscades sur les routes. Paris se retrouva complètement assiégé, souffrant de maladies et de pénuries alimentaires. Mais le garnison continua de résister. Oda lui-même participa activement aux sorties, maintenant l'ordre et contrôlant l'approvisionnement en période de siège. 2 fois, il réussit à percer l'encerclement pour demander de l'aide au roi Charles le Chauve, qui ne se pressait pas de réagir. Sa position était instable et il préféra ne pas risquer son armée. Ce n'est qu'à la mi-886 qu'il s'approcha de la ville. Et au lieu d'un combat, des négociations commencèrent. Les Vikings demandèrent la permission de remonter la rivière, et Charles accepta, recevant en échange environ 700 livres d'argent, une somme colossale pour l'époque. Pour comparaison, une telle somme aurait pu être dépensée pour engager une armée entière pendant plusieurs mois, ou pour racheter des dizaines de nobles captifs, ce qui dépassait le revenu annuel de nombreux grands comtés. Les chroniqueurs francs considèrent cela comme une humiliation. Cependant, Paris n'avait pas été formellement pris, et le roi évita un conflit ouvert. Le siège prit fin, et les Vikings s'en allèrent, mais les conséquences furent significatives. Le comte Oda reçut une reconnaissance. Sa ténacité dans la défense de la ville lui conféra une légitimité politique. Bientôt, il fut élu roi du royaume des Francs occidentaux, pour la première fois non pas par droit de sang, mais pour sa capacité à défendre la ville. Le siège de Paris devint un événement marquant. Les Vikings démontrèrent leur capacité à mener de grandes opérations militaires, cherchant non seulement un gain rapide. Ils commencèrent à bloquer activement les villes, à ravager l'infrastructure, à négocier et à dicter leurs conditions. La résistance de Paris servit de signal, indiquant que l'ère des raids impitoyables touchait à sa fin et que les villes européennes commençaient à s'orienter vers la défense. Cette année rappela également que même sans assaut, les Vikings pouvaient atteindre leurs objectifs, obtenant de l'argent, de l'influence et la possibilité d'avancer plus loin.
bien que l'Europe ne fût pas encore prête à une défense permanente. La ténacité de Paris établit un exemple auquel d'autres villes aspireraient à l'avenir. Au début du siècle, les attaques des Vikings sur les terres franques se transformèrent en tentatives de s'implanter dans des régions avec une faible résistance et des conditions favorables. L'autorité suprême du royaume manquait de ressources pour une défense complète. Dans de telles circonstances, une nouvelle idée émergea. Si l'on ne pouvait pas arrêter l'assaut par la force, il valait la peine d'essayer de négocier. En 911, le roi Charles le Simple proposa un compromis au chef scandinave nommé Rollo, l'un des leaders nordiques les plus influents, connu tant des habitants locaux que de la cour royale. Rollo commandait des troupes qui non seulement pillaient, mais établissaient également des hivernages, contrôlant des points stratégiquement importants. Sous sa direction se trouvait une force puissante et stable. L'accord fut signé dans le lieu-dit de Saint-Clair-sur-Epte. Selon ces conditions, Rollo reçut des terres le long de la Basse-Seine, avec Rouen comme centre, en échange de certaines obligations, reconnaissance de l'autorité du roi français, adoption du christianisme et protection de la région contre de nouvelles invasions, y compris les attaques d'autres Vikings. Cet accord répondait à plusieurs enjeux importants. Les Francs transféraient en fait la protection d'un territoire clé à ceux qui représentaient auparavant une menace. En retour, les Vikings obtenaient non seulement des terres, mais aussi un statut légitime. Rollo devenait duc avec le droit de transmettre le pouvoir par héritage, s'alignant ainsi sur les grands féodaux, tout en conservant son autonomie militaire et administrative. L'adoption du christianisme avait une signification symbolique. Rollo fut baptisé sous le nom de Robert, et ses proches compagnons furent également baptisés avec lui. Cette condition offrait non seulement une légitimation politique, mais aussi l'entrée dans le cercle de l'aristocratie européenne. L'adoption du christianisme favorisait les possibilités de mariage avec les élites locales, l'intégration dans les systèmes juridiques et la participation à des alliances féodales. Ainsi fut fondée la Normandie, une terre donnée aux Nordiques et nommée en leur honneur. En l'espace d'une génération, ces territoires devinrent une partie intégrante de la carte politique de la France. Les descendants de Rollo s'adaptèrent rapidement. Ils commencèrent à utiliser la langue française et à adopter des structures féodales, tout en conservant l'organisation militaire et les traditions de gestion établies dans le Nord. La Normandie est un exemple de la manière dont d'anciens envahisseurs non seulement s'enracinèrent, mais devinrent également une nouvelle élite. Ils ne se fondirent pas dans la culture locale, mais l'adaptèrent à leurs besoins. Les Vikings ne représentaient plus une menace extérieure, ils étaient devenus une classe dirigeante. À la moitié du siècle, les Scandinaves commencèrent à se diriger de plus en plus vers l'Est, où leur intérêt ne portait plus sur le butin militaire, mais sur le commerce. L'Europe de l'Est était traversée par des routes terrestres et fluviales avantageuses, reliant la mer Baltique aux terres du Sud. D'abord slaves, puis khazars, et enfin jusqu'aux frontières de Byzance et de l'Orient arabe. Ces directions ouvraient l'accès à l'argent, qui était devenu en fait la principale monnaie du monde nordique. Les systèmes fluviaux des rivières Volkhov, Lovat, Dniepr et Volga formaient un réseau de transport développé. Les Scandinaves construisaient des navires légers, capables de traverser les rivières en contournant les lignes de partage des eaux. Au nord, ils atteignaient Ladoga et Novgorod, puis se dirigeaient vers le sud à travers les anciennes terres des Slaves, des Finno-Ougriens et des Baltes. Sur cette route,
des haltes permanentes, des points fortifiés et des cours de commerce commencèrent à émerger, dont certains se transformèrent avec le temps en villes. Le contact entre les Scandinaves et les tribus slaves orientales ne débuta pas par un conflit. Les Varegs agissaient comme une force militaire et commerciale organisée. Ils prenaient un tribut, assuraient la protection des caravanes et établissaient un contrôle sur certaines sections de la route où la stabilité était nécessaire. Ce processus marqua le début du passage des raids spontanés à un rôle plus politique, notamment dans les régions nordiques de la future Russe. Dans la tradition slave, les Scandinaves devinrent connus sous le nom de Varegs, désignant non seulement les Nordiques, mais aussi l'ensemble du groupe d'élites étrangères qui dirigeaient les centres commerciaux et les formations militaires. Parallèlement, dans les sources occidentales et orientales, apparaît le terme « Russe », qui a probablement des racines scandinaves et désignait à l'origine une troupe engagée dans le commerce et les affaires militaires. Par la suite, ce mot deviendra le nom d'un nouvel État. La principale source, écrite contenant des informations sur l'arrivée des Varegs, est la Chronique des temps passés. Rédigée à Kiev au début du Xe siècle, elle raconte comment les tribus slaves et finno-ougriennes, fatiguées des conflits internes, invitèrent le prince Vareg Rurik à rétablir l'ordre. Il arriva avec sa troupe et s'installa d'abord à Ladoga, puis à Novgorod. Après sa mort, le pouvoir passa à son collègue, qui conquit Kiev et en fit le centre du nouvel État. La chronique contient des éléments de mythologisation, et le nom de Rurik ne figure pas dans d'autres sources contemporaines, tandis que son existence n'est pas confirmée par des découvertes archéologiques, ce qui suscite des divergences parmi les chercheurs. La question de savoir s'il peut être considéré comme une véritable personnalité historique reste ouverte. Certains le perçoivent comme une figure collective de la dynastie précoce. Contrairement à Rurik, les personnalités d'Oleg et d'Igor sont mentionnées dans des traités avec d'autres États, y compris dans des sources byzantines, ce qui leur confère une base historique plus solide. Oleg, selon la chronique, était un conquérant et un diplomate actif. Il conquit Kiev, unifia les terres slaves orientales du nord et du sud et contrôla des points clés des routes commerciales. Son successeur, Igor, continua à renforcer la puissance de l'État. Les découvertes archéologiques confirment l'existence de grands centres à Ladoga, Novgorod et Kiev au IXe siècle, avec des traces évidentes de l'influence scandinave, allant des armes et des bijoux aux rites funéraires. Ainsi, les Varegs en Europe de l'Est n'agissaient pas comme des envahisseurs, mais comme des intégrateurs, s'insérant dans le système de gestion local et s'adaptant à la culture slave, tout en préservant leurs traditions militaires et commerciales. Sur la base de la coopération entre les formations tribales locales et l'élite militaire scandinave, l'État de Rus se forma progressivement. À la fin du siècle, les Vikings avaient réussi à explorer les routes fluviales de l'Europe de l'Est. Le commerce avec les pays du Sud s'est renforcé, et la stabilité des routes a transformé les Scandinaves de simples intermédiaires, en participants actifs du système d'échange international. Cela a créé des conditions propices à un rapprochement avec deux puissants centres, l'Empire byzantin et l'Orient islamique. Grâce aux systèmes fluviaux et aux portages, ils atteignaient la mer Noire, d'où ils parvenaient aux rives du Bosphore. Constantinople, la plus grande ville de la Méditerranée orientale, a laissé une immense impression sur les Scandinaves. Dans les chroniques, elle était mentionnée sous le nom de Miklogort, ce qui signifie « grande ville »,
C'est ici qu'ils rencontrèrent pour la première fois une civilisation urbaine développée, des rituels impériaux chrétiens et un nouveau type d'armée. Au départ, les Byzantins considérèrent les Vikings avec méfiance, les voyant comme une menace potentielle venant du nord. Mais ils réalisèrent rapidement que cette force pouvait être utilisée de manière efficace. Les Scandinaves se distinguaient par leur bravoure, leur organisation et leur discipline. Ils attaquaient en groupe, obéissant uniquement à leur chef, et leur style de combat était particulièrement efficace pour des tâches tactiques complexes, où la qualité primait sur la quantité. Au début du Xe siècle, l'empereur Basile II décida d'intégrer officiellement les Varegs dans l'armée, ce qui conduisit à la création de la garde Vareg, une unité d'élite composée principalement de Scandinaves. Cette garde servait de protection personnelle à l'empereur, l'accompagnait lors de ses campagnes et protégeait le palais avec son trésor. Leur loyauté était assurée par le fait qu'ils étaient des étrangers et ne participaient pas aux intrigues internes du palais. Le service à Constantinople est devenu pour les Scandinaves un signe de prestige, garantissant à la fois richesse et statut élevé. De retour au pays, après plusieurs années de service, les guerriers rapportaient souvent des trophées, de l'argent et une précieuse expérience. Parmi les objets rapportés se trouvaient des armes byzantines, des tissus, de l'argent, ainsi que des éléments de la culture du Sud, des motifs architecturaux et même quelques mots. Les sagas scandinaves mentionnent Miklogort comme la ville la plus riche du monde, où servaient les meilleurs guerriers du Nord. Les Scandinaves ont également activement développé le commerce avec les pays islamiques, principalement le long de la rivière Volga, passant par le Bulgare et les terres de Khazarie, vers le sud jusqu'à la mer Caspienne. Les caravanes marchandes de ces régions pouvaient atteindre les ports caspiennes et parfois même Bagdad. Les Scandinaves sont décrits comme des commerçants forts et libres, mais également pragmatiques. C'est le monde islamique qui fournissait de l'argent en argent à la Scandinavie, ce qui est confirmé par le grand nombre de dirhams trouvés dans les cimetières à travers la région. Les relations mutuelles étaient basées sur l'intérêt. Les Scandinaves fournissaient des fourrures, des esclaves, du miel, de la cire et des armes en échange de tissus, de métaux, de verre, de bijoux et, surtout, d'argent. Tous les Vikings ne pouvaient pas atteindre Bagdad, mais de tels cas ont été enregistrés. Il est fort probable qu'ils faisaient partie de caravanes marchandes plutôt que de voyager seuls. Leurs liens dans le sud se manifestent à travers des contacts allant du Bulgare et de la Khazarie jusqu'à la Perse et la Mésopotamie. Il est important de noter que dans cette région, les Vikings ne se comportaient pas comme des envahisseurs. Ils développèrent des relations diplomatiques et économiques, utilisaient des routes existantes et des structures politiques. Pour eux, le monde islamique n'était pas un théâtre d'opérations militaires, mais servait de source importante d'argent en argent et d'objets de luxe. Ainsi, dans les directions Est et Sud, les Vikings ont démontré non seulement leur puissance militaire, mais aussi leur capacité d'adaptation. Ils se sont intégrés dans des systèmes étrangers, tout en préservant leur identité et en tirant le meilleur parti des opportunités qui leur étaient offertes. Ces contacts ont eu un impact significatif sur la culture, l'économie et la politique, tant de la Scandinavie que des pays partenaires. Bien que la force militaire ait été à la base de l'expansion scandinave, les Vikings n'aspiraient pas à créer des empires. Ils ne laissaient pas de châteaux, de monuments ou de systèmes de gestion.
Leurs objectifs étaient différents, mobiles, ciblés et orientés vers des résultats spécifiques, ce qui les distinguait de la plupart des armées européennes de l'époque. La troupe scandinave pouvait se rassembler rapidement, contrairement à la milice féodale qui nécessitait des mois de préparation. Chaque participant connaissait son rôle et travaillait au sein d'une équipe familière. Cette flexibilité permettait aux Vikings de porter des coups inattendus aux endroits vulnérables et de se retirer tout aussi rapidement. Ils évitaient les conflits ouverts lorsque cela était possible, préférant une tactique de surprise et de rapidité. Les rivières et les voies maritimes ont joué un rôle clé dans l'expansion des Vikings à travers l'Europe. Leurs navires étaient conçus pour naviguer avec assurance tant sur les eaux maritimes que sur les rivières, et pouvaient même être traînés à travers des zones peu profondes si nécessaire. Cela leur permettait de débarquer dans les endroits les plus inattendus. Les Vikings pouvaient s'approcher d'une ville non pas par les portes, mais directement au quai ou le long des méandres étroits des rivières. L'armement des Scandinaves était choisi en fonction de la disponibilité et de la fiabilité. Les boucliers ronds en bois occupaient une place centrale. Ces boucliers non seulement protégeaient, mais servaient également d'outils actifs au combat pour les manœuvres, la pression sur l'adversaire et la destruction de ses formations. La taille du bouclier offrait une protection pour la majeure partie du corps, tandis que sa légèreté permettait de le maintenir en position haute, même lors de longs affrontements. Le plus souvent, les Scandinaves utilisaient des lances et des haches de combat. La lance permettait de maintenir la distance et de se battre efficacement en formation, tandis que la hache montrait son efficacité au corps à corps, notamment contre les boucliers et les armures légères. Sa forme oblique offrait des coups puissants et une maniabilité dans des espaces restreints. L'épée, quant à elle, était considérée comme une arme de statut plutôt que de masse. Son prix élevé, son caractère héréditaire et son association avec l'homme libre soulignaient son importance. Les épées scandinaves avaient une lame droite, étaient bien équilibrées et étaient conçues pour des coups tranchants, rapides. Beaucoup d'entre elles étaient fabriquées sur le continent et acquises par le biais du commerce ou comme trophées. Certains des lames découvertes par les archéologues sont ornées d'incrustations et de marques de maître. Tous les combattants n'étaient pas équipés d'armure. La plupart se battaient en vêtements épais, en laine et en cuir avec des inserts métalliques. Les cottes de mailles et les casques en fer avec une protection sur le nez n'étaient portés que par des guerriers aisés. L'image du casque à cornes est une invention tardive. En réalité, de telles décorations auraient été non seulement inutiles, mais aussi dangereuses au combat. La troupe agissait de manière coordonnée, s'alignant en une rangée serrée, bouclier contre bouclier, créant ainsi une barrière presque impénétrable. Les défenseurs au centre maintenaient la formation, tandis que les combattants sur les flancs veillaient à se couvrir mutuellement. La coordination était un facteur clé du succès des Vikings. Ils ne se battaient jamais seuls. Chaque participant connaissait sa place et les moyens d'interagir avec ses camarades. L'image du Viking est souvent réduite à celle d'un guerrier fou, perdant le contrôle et dans une rage incontrôlable, s'attaquant à ses ennemis avec une force surhumaine. Ce stéréotype est né sous l'influence des récits sur les berserkers et les Ulfednar, des combattants particuliers qui, selon la légende, entraînent dans un état modifié pendant la bataille. Que se cache-t-il réellement derrière ces images? Les berserkers sont mentionnés pour la première fois dans les sagas islandaises et la poésie skaldique. Leur nom se traduit par « chemise d'ours », ce qui implique un combat sans armure dans des peaux d'ours. Ces guerriers, perdant la peur et la sensation de douleur,
tombaient dans un trance de combat et ne ressentaient pas les coups. On leur attribuait une force surhumaine, une insensibilité et de la folie. Ils étaient associés à une image de cruauté, d'obsession et parfois même de force malveillante. Les sources mentionnent également les Ulfednar, connus sous le nom de « têtes de loup ». Ces guerriers, portant des peaux de loup, étaient associés à des combats en solitaire, à la discrétion et à la manœuvrabilité. Si le berserk symbolisait la rage, l'Ulfednar représentait un prédateur agissant dans l'ombre. Il est important de noter que toutes les mentions écrites de tels combattants se rapportent à une époque tardive, principalement au Xe siècle, lorsque les sagas étaient déjà enregistrés dans une Islande chrétienne, ce qui suscite chez les historiens une certaine prudence dans l'interprétation de ces textes. Les berserkers pouvaient être de réels guerriers, dotés d'une formation spéciale, d'un dévouement fanatique ou d'un certain état psychologique, mais ils ne tombaient pas nécessairement dans un trance. Il existe une opinion selon laquelle cet état de combat pouvait être atteint grâce à une préparation spéciale, ou même par l'utilisation de substances psychoactives, telles que des champignons ou des décoctions pour stimuler. Cependant, aucune source ne témoigne clairement de l'utilisation d'hallucinogènes. Il est plus probable qu'il s'agisse d'un rituel social ou religieux, combinant cérémonie, pression collective et préparation psychologique au combat. Aucune preuve archéologique de l'existence des berserkers en tant qu'institution militaire distincte n'a été trouvée. Cependant, on rencontre des tombes de guerriers dotés d'un riche équipement et portant des amulettes en forme de griffes d'ours ou de dents de loup, qui pourraient avoir appartenu à ceux que la mémoire populaire a ensuite perçus comme des porteurs de la fureur animale. Avec le temps, l'image du berserk est devenue plus symbolique. Durant la période chrétienne, ces guerriers ont commencé à être considérés comme des êtres dangereux, asociaux et même démoniaques. Dans certaines lois de Norvège et d'Islande, il existe une interdiction des comportements associés au berserkisme, ce qui indique que cette pratique, bien que sous une forme modifiée, existait réellement. Les Jomsvikings sont un autre exemple de la tradition scandinave entourée de mystères. Dans les sagas, ils sont décrits comme une fraternité de guerriers d'élite, suivant un code strict, ne connaissant pas la peur, ne se retirant jamais du combat et obéissant uniquement à leur chef. Le centre des Jomsvikings se trouvait dans la forteresse des Jomsburg, probablement sur la côte sud de la mer Baltique, peut-être dans la région de l'actuelle Volhynie en Pologne. Ils sont mentionnés dans les sources dans le contexte des événements du Xe siècle. Dans la saga des Jomsvikings, il est dit qu'il s'agissait de guerriers disciplinés et presque fanatiques, sans famille, s'abstenant de boire pendant les expéditions et obligés de rester en formation jusqu'à la fin, même si le commandant donnait l'ordre de retraite. Ils n'étaient admis dans la fraternité qu'après avoir prouvé leur valeur au combat. Cependant, la véracité de l'existence des Jomsvikings reste en question. Il n'existe aucune découverte archéologique confirmant la présence de la forteresse de Jomsburg. Les historiens supposent que la légende pourrait être basée sur une véritable base militaire sur la côte sud de la mer Baltique, peut-être contrôlée par les Danois ou des alliés locaux. Les Jomsvikings pouvaient représenter une troupe d'élite formée sous l'un des rois, et leur image a, avec le temps, acquis des traits d'un ordre chevaleresque. L'image des Jomsvikings est devenue une partie significative de la culture. Dans les sagas scandinaves, ils sont dépeints comme des guerriers idéalisés, soumis à l'honneur et au devoir. Parfois, leur mort tragique
résulte d'un attachement excessif à des règles strictes. Ils ne représentent pas seulement des combattants, mais des symboles de discipline et de dévotion absolue. Il est probable que derrière l'image des Jomsvikings se cachaient de véritables troupes d'élite ou des compagnies de mercenaires opérant dans des zones stratégiques de la région balte. Cependant, leur statut légendaire s'est développé plus tard dans la tradition littéraire et la mémoire populaire. On parle généralement des Vikings comme de guerriers et de navigateurs, mais en dehors du champ de bataille, il existait un monde tout à fait différent. La vie quotidienne, avec ses règles, ses préoccupations et ses traditions bien ancrées. Éloignons-nous un instant des combats et examinons comment les Vikings vivaient, ce qui était important pour eux et quel rôle les femmes jouaient dans leur société. Les établissements vikings consistaient en des maisons en bois, recouvertes de tourbe ou de paille. À l'intérieur se trouvait une grande salle commune où l'on préparait la nourriture, se rassemblait pour des célébrations et discutait de questions importantes. Les murs étaient isolés avec des pots et le sol était traditionnellement recouvert de paille. Les fenêtres étaient rares et la fumée du foyer s'échappait par une ouverture dans le plafond. Les maisons étaient construites à partir de matériaux disponibles, principalement du bois et de la tourbe, parfois avec des fondations en pierre. La structure sociale des Vikings était composée de paysans libres ou de bondes, qui n'étaient pas des travailleurs salariés, mais des propriétaires indépendants possédant des terres, du bétail et des armes. Ils élisaient leur jarl et participaient au ting, des assemblées populaires où ils résolvaient des litiges, rendaient des jugements et concluaient des alliances. Les lois existaient dans la tradition orale et étaient transmises de génération en génération par des personnes spécialisées, connues sous le nom de Laxagumadr. Les violations de l'ordre public étaient sévèrement punies, mais le jugement était collectif. Dans la société, la réputation était valorisée au-dessus de la richesse matérielle. Les Vikings possédaient non seulement des compétences militaires, mais savaient également construire, cultiver la terre et pratiquer l'artisanat. Les découvertes archéologiques témoignent de la présence d'objets en os, en bois, en bronze et en verre. Parmi eux, on trouve particulièrement souvent des peignes, des couteaux, des aiguilles et divers ornements. Les tissus étaient fabriqués à domicile et teints avec des pigments végétaux. La vie était riche et difficile, avec une répartition claire des rôles et une dépendance mutuelle au sein de la communauté. L'alimentation variait en fonction de la saison, des conditions naturelles et du niveau de richesse. La base du régime alimentaire était constituée de plats simples mais nourrissants. À partir des céréales, on préparait des bouillies épaisses et des galettes qui servirent de substitut au pain. Elles étaient rarement moelleuses, car on les cuisinait généralement sur des pierres ou dans un four, souvent sans levure et avec de la farine grossière. La viande provenait de la chasse, de l'élevage ou de la pêche et comprenait de l'agneau rôti ou bouilli, du porc fumé et des volailles mijotées, qui étaient des aliments courants. Le poisson faisait régulièrement partie du régime alimentaire, surtout dans les zones côtières, et était consommé frais, séché ou salé. Le lait était utilisé pour fabriquer des fromages et des produits laitiers, qui étaient conservés dans des pots en céramique. Les racines et le chou, cultivés dans les jardins potagers, complétèrent les plats principaux, en particulier pendant la période hivernale. Les festins de célébration se caractérisaient par la préparation de repas copieux et le service de boissons. Les plus courantes étaient la bière faiblement alcoolisée et l'hydromel, particulièrement dans le centre et le nord de la Scandinavie. Le vin,
apporté par les marchands, était une grande rareté et restait un objet de luxe. La nourriture était cuisinée sur un feu ouvert, dans de grands chaudrons ou des récipients en argile. Les repas partagés étaient perçus non seulement comme une nécessité, mais aussi comme une composante importante de l'ordre social, où chacun avait sa place et la possibilité d'exprimer son opinion. Dans la société scandinave, la femme jouait un rôle plus significatif que dans la plupart des autres cultures de l'époque. Bien qu'elle ne participât pas directement à la politique, elle avait des droits sur la terre, l'héritage et la gestion du foyer. Après la mort de son mari, la femme devenait pleinement la chef de famille. Son autorité s'étendait aux serviteurs, aux travailleurs et parfois aux mercenaires, et son avis sur les questions économiques était pris en compte. Les femmes devenaient également partie prenante des contrats de mariage. Le divorce pouvait être initié aussi bien par l'homme que par la femme, et le respect de l'honneur jouait un rôle important. L'humiliation publique, l'infidélité ou les mauvais traitements pouvaient servir de motif pour un divorce ou une action en justice. L'image de la guerrière est un sujet à part. Les sagas décrivent des femmes, telles que la porteuse de bouclier Brunhild et Lagertha, qui se battaient aux côtés des hommes. Mais de nombreux historiens considèrent cela davantage comme un procédé littéraire que comme un reflet de la réalité. Les découvertes archéologiques, comme celle d'une femme enterrée avec des armes, témoignent de rares exceptions, mais cela ne constituait pas une norme acceptée. Le plus souvent, les femmes exprimaient leur force à travers l'éducation et la gestion de l'héritage, en jouant des rôles de maîtresses de maison, de guérisseuses et de sorcières. Dans l'épopée scandinave, les femmes apparaissent souvent comme des prédicatrices du destin, réalisant des rituels et protégeant la lignée. Leur force ne réside pas dans l'utilisation des armes, mais dans leur connaissance et leur capacité à gérer le foyer. L'image des Vikings dans la culture populaire les dépeint généralement comme des guerriers brutaux et inexpérimentés. Mais en réalité, c'était presque le contraire. Les Scandinaves attachaient une grande importance à leur apparence, et la propreté jouait un rôle beaucoup plus significatif dans leur culture que ce que l'on pourrait supposer d'après les représentations modernes. Dans les sources écrites, en particulier anglo-saxonnes, on trouve des remarques étonnées sur la fréquence des lavages, des coiffures et des coupes d'ongles chez les Nordiques, ce qui suscitait à la fois respect et suspicion chez les auteurs. Il est souvent noté que les Vikings se lavaient quotidiennement. Pour de nombreux Européens de l'époque, un tel comportement semblait étrange et même excessivement délicat. La coutume du lavage matinal était répandue, tout comme la coupe régulière des cheveux, de la barbe et des ongles, ce qui est confirmé non seulement par les chroniques, mais aussi par des découvertes archéologiques. Dans les sépultures, on a découvert des peignes en corne et en os, soigneusement travaillés et ornés de motifs, ainsi que de petits ciseaux, des cuillères auriculaires, des pinces, et même des objets ressemblant à des pincettes. Ces objets étaient manifestement utilisés pour l'hygiène personnelle. Les bains jouaient un rôle important dans la vie quotidienne. En islandais, il existe un mot pour désigner le samedi, qui signifie littéralement « jour de bain », ce qui témoigne d'une tradition profonde plutôt que d'une pratique occasionnelle. Des pierres chaudes, des constructions en bois avec un foyer, de la vapeur et de l'eau froide. Tout cela est mentionné dans les sagas scandinaves comme faisant partie de la vie quotidienne. Les Vikings prenaient soin de leur apparence. Les hommes coiffaient leurs cheveux, tressaient leur barbe et mettaient en avant la symétrie de leur visage. Certains textes évoquent même le blanchiment des cheveux à l'aide de cendres, peut-être comme un élément d'un rituel guerrier ou d'une tendance à la mode. Ce n'était pas simplement de la vanité,
mais un aspect de la culture où l'apparence jouait un rôle important, tant au combat que lors des assemblées ou des festins. La propreté et l'ordre concernaient non seulement l'hygiène personnelle, mais aussi l'environnement. Les maisons étaient régulièrement nettoyées, balayées et rafraîchies. Même dans les habitations souterraines, on trouve des preuves d'un remplacement fréquent de la couche de paille au sol. Cela souligne que le respect de l'hygiène n'était pas considéré comme un luxe, mais comme un aspect d'une vie normale et digne. Après avoir étudié la vie quotidienne des Vikings, il est important de comprendre leur perception du monde qui les entoure. Tous les événements, qu'il s'agisse de la naissance, de la météo, de la mort ou des succès et des échecs, étaient perçus non pas comme des phénomènes aléatoires, mais comme une partie d'un ordre général. La foi n'était pas un concept abstrait, mais constituait la base de leur compréhension de la vie et de leur propre place en son sein. Les Scandinaves représentaient l'univers sous la forme d'un grand arbre Yggdrasil reliant 9 mondes. Parmi ces mondes se trouvait le royaume des hommes, les halles des dieux, le domaine des morts, les terres des géants, ainsi que les régions de froid et de feu. Tout était interconnecté et toute perturbation de l'équilibre dans l'un des mondes se répercutait sur les autres. Ce n'était pas une allégorie, mais une perception fondamentale du monde. Les dieux appartenaient également à ce système. L'un d'eux était associé à la sagesse, à la mémoire et à la connaissance cachée. Il cherchait la compréhension, se sacrifiant pour accéder à ce qui était dissimulé. Tyr était vénéré comme le défenseur de l'ordre, apprécié pour sa force, mais avant tout pour sa capacité à maintenir l'équilibre dans le monde. Frère symbolisait l'abondance, la prospérité et l'harmonie. Dans différentes régions, des divinités et d'autres forces étaient honorées. Parfois, l'accent était mis sur Freyr, tandis qu'à d'autres endroits, c'étaient les protecteurs de certaines lignées ou localités qui étaient célébrés. La communication avec les dieux ne se faisait pas par des prières, mais par des actions. Les gens offraient des sacrifices, prononçaient des invocations rituelles et accomplissaient les rites nécessaires. Il n'existait pas de caste distincte de prêtres, mais il y avait ceux qui savaient comment agir au bon moment. Les Volvas, des femmes dotées du don de prévoyance, revêtaient une importance particulière. Elles étaient invitées lors de moments critiques, lorsque des décisions importantes devaient être prises, par exemple, concernant une expédition ou la conclusion d'une alliance. Au cours du rituel, la Volva entrait dans un état particulier, s'adressant aux forces capables d'indiquer le chemin. Elle n'était pas considérée comme une sorcière. Elle jouissait d'un profond respect et on ne contestait pas ses paroles. Les gens l'écoutaient et suivaient ses indications. Le destin jouait un rôle central dans la vision du monde scandinave, s'entrelaçant avec des êtres connus sous le nom de Nornes, aux racines d'Yggdrasil. Il était impossible de le changer, même les dieux lui obéissaient. L'homme ne savait pas quand son chemin prendrait fin, mais il était conscient de son existence. La question importante restait seulement de savoir comment le parcourir. La mort, dans ce contexte, n'était pas considérée comme une fin, mais comme une transition. Ceux qui tombèrent au combat pouvaient accéder aux halles d'Odin, Valhalla, où les guerriers continuaient d'exister, se battaient, festoyaient et se préparaient pour de futures batailles. C'était le prolongement de leur destin. Accéder à Valhalla signifiait que la vie avait été vécue correctement. Mourir avec honneur était valorisé au-dessus de vivre jusqu'à la vieillesse. Les sources décrivent des cas où des hommes âgés, ressentant la mort approcher,
préféraient partir pour toujours, en s'embarquant en mer ou en demandant de l'aide pour quitter ce monde. Mourir au lit, sans laisser derrière soi rien de significatif, était équivalent à disparaître. Cela s'expliquait non par des superstitions, mais par le fait que la mémoire de la lignée et la réputation étaient plus importantes que la vie elle-même. Les rituels d'adieu aux défunts étaient soigneusement réfléchis. On plaçait dans la tombe des armes, de la nourriture et des objets nécessaires à la vie après la mort, et parfois même on enterrait le défunt dans un bateau. Cela n'était pas perçu comme un geste symbolique, mais comme une véritable préparation à la continuation de l'existence. Un rituel correctement exécuté aidait l'âme à prendre sa place, tandis que des erreurs commises à cet égard étaient considérées comme une violation de l'ordre. Dans les sagas scandinaves, on raconte des histoires de personnes qui revenaient de l'au-delà en raison de l'oubli ou d'un enterrement négligent. Les Vikings cherchaient à laisser un héritage, car tant qu'on se souvenait d'une personne, elle continuait d'exister. Si ses actions étaient remémorées, elles ne disparaissaient pas de la mémoire. Ainsi, le sens de la vie résidait dans le fait de parcourir dignement son chemin. En préservant son nom, une personne se libérait de la peur de la mort. Le monde des Vikings était perçu comme un système où chaque action avait des conséquences dépassant l'évidence. La magie n'était pas séparée de la vie quotidienne et de la foi. Elle servait de moyen d'influencer des facteurs échappant au contrôle humain, ayant un impact direct sur son existence. Les Scandinaves croyaient en la puissance des mots. Si on les prononçait avec précision et au bon moment, ils pouvaient changer le cours d'une bataille, le destin d'une personne ou l'état de la terre. Derrière les mots se cachait une force, si ceux-ci étaient prononcés correctement et avec intention. Les personnes possédant des connaissances pouvaient, par le biais des mots, affirmer leurs actions. C'est pourquoi, dans des situations clés telles que les expéditions, la formation d'alliances ou la naissance d'enfants, les mots revêtaient une importance particulière. Il existait des pratiques permettant d'interférer dans la chance ou la santé d'autrui, d'affaiblir la volonté de l'adversaire ou de nuire à ses biens. Bien que cela suscitât des inquiétudes, personne ne doutait de l'existence de tels rituels. La magie était perçue comme une forme d'influence, nécessitant prudence et respect. Tout rituel représentait une action visant à établir un lien entre l'homme et une force capable de modifier les événements. Ce lien était renforcé par le biais d'un mot, d'un signe ou d'un objet, car sans lui, le rituel était considéré comme incomplet. Chaque rite était chargé de signification en tant que forme de communication avec le monde. Le moyen d'expression le plus précis de ce savoir étaient les runes, un système de symboles où chaque signe avait sa propre signification et effet. Sur le territoire de la Scandinavie, la forme la plus ancienne de l'écriture runique était le vieux futark, un alphabet composé de 24 signes, répartis en 3 groupes porteurs de sens. Chaque rune avait un nom et représentait non seulement un son, mais aussi un concept spécifique, tel que la richesse, le mouvement, la protection, le destin et la force. Ces runes étaient utilisées dès les premiers siècles de notre ère. Plus tard, à partir du VIe siècle, le jeune futark a été adopté, un système simplifié de 16 signes, reflétant les changements linguistiques et devenant l'alphabet principal à l'époque des Vikings. Les runes étaient utilisées dans les cas où il était nécessaire d'affirmer une volonté, de préserver un nom, de se protéger des calamités ou de donner une distinction à des objets. Elles étaient gravées à des endroits où cela avait du sens. Cependant,
La structure runique n'était pas connue de tous. Une rune pouvait incarner des idées de mouvement, de récolte, de protection, de destin ou de destruction. C'est pourquoi leur gravure était abordée avec soin. Une erreur dans le signe pouvait déformer le sens de toute l'action. Les inscriptions runiques étaient particulièrement largement utilisées sur les pierres commémoratives érigées en l'honneur des défunts. Ces pierres servaient à préserver un nom et à fixer le lien entre la lignée et les actions. Elles annonçaient non seulement la mort, mais mentionnaient également les mérites, les liens de parenté, ainsi que parfois des serments non tenus ou des promesses de vengeance. De telles inscriptions s'adressaient non seulement aux personnes, mais aussi au temps. Les runes étaient parfois gravées sur des objets personnels que l'individu portait avec lui, jouant un rôle protecteur, servant de rappel ou apportant du courage. Sur les amulettes retrouvées par les archéologues, on peut trouver des invocations aux forces, des appels à la résilience ou des formules brèves reflétant les intentions du propriétaire. Ces inscriptions faisaient partie d'une action intérieure. En touchant le signe, la personne établissait un contact avec l'énergie qui y était contenue. Certaines découvertes témoignent du fait que les runes étaient utilisées pour transmettre des sentiments personnels, des demandes et des avertissements. Par exemple, sur une tablette en os, une phrase adressée à une femme aimée a été trouvée. Dans un autre cas, une inscription ornait une épée, indiquant qu'elle ne pouvait être tenue que par une personne digne. Ces exemples illustrent la large gamme d'applications des runes pour exprimer la force, la mémoire et les intentions. Dans cette société, la magie n'était pas opposée à la force. Une épée avec une inscription runique était considérée comme une extension de l'homme, et un amulette n'était pas simplement un ornement, mais un symbole de connexion avec une force spécifique. Tout ce qui portait des signes acquérait une nouvelle qualité. Cette perception de la magie reposait sur le respect du savoir. L'influence ne dépendait pas de mots grandiloquents, mais d'une compréhension profonde de la structure du monde. Si une personne réussissait à combiner action, parole et signe, elle pouvait atteindre davantage que ce que permettait la simple force. Au début du Xe siècle, le monde scandinave se trouvait à l'aube de changements. Les Vikings pouvaient encore rassembler des flottes et débarquer sur les côtes de la Bretagne ou de la France, mais les objectifs de leurs expéditions avaient évolué. Chaque année, le nombre de lieux facilement accessibles au pillage diminuait, tandis que l'intérêt pour l'acquisition de pouvoir augmentait. La dernière vague d'expansion ne se manifestait plus sous forme de raids, mais à travers la lutte pour les couronnes. En 2013, le roi danois Sven, surnommé le Grand Barbu, a lancé une grande campagne militaire contre l'Angleterre. Le royaume anglais souffrait de conflits internes et d'un faible règne d'Ethelred, réputé pour son indécision et son impopularité, ce qui lui valut le surnom de l'insensé. Sven s'appuyait non seulement sur son armée, mais aussi sur le soutien d'une partie de la noblesse anglo-saxonne qui soutenait ses revendications. À la fin de l'année, il contrôlait une grande partie du pays, y compris Londres. Mais en 2014, Sven décéda et le pouvoir passa à son fils, Knut. Le jeune souverain a été confronté à la résistance des Anglais, qui avaient pris le trône et tentaient de rétablir l'ordre ancien. Knut a temporairement reculé, mais a rapidement assiégé ses positions avec une nouvelle armée et, au cours de 2 ans, a occupé des lieux clés du pouvoir. En 2016, après la mort du roi Édouard, surnommé le fer à cheval, il a été reconnu comme le dirigeant de toute l'Angleterre. Ce moment a marqué le début d'une période unique.
Knut gouvernait simultanément le Danemark, l'Angleterre, la Norvège et une partie de la Suède. Son pouvoir reposait non seulement sur des conquêtes militaires, mais aussi sur des initiatives administratives. Il a créé un système stable avec une fiscalité, une législation, une organisation ecclésiastique et une administration royale. Knut a été baptisé et a activement développé des relations avec Rome. Son État ne ressemblait pas à une alliance temporaire, mais à une structure unifiée, regroupant le nord et l'ouest de l'Europe sous un même centre. Il gouvernait par l'intermédiaire de gouverneurs nommés, maintenait l'ordre et aspirait à la stabilité. Ses cours, à Winchester et à Roskilde, sont devenus des centres politiques, d'où émanaient des ordres, où les impôts étaient collectés et où la correspondance avec l'Église et les voisins était gérée. Dans sa couronne, des règles uniformes étaient appliquées et la noblesse était contrainte de prendre en compte ces décisions. Cependant, l'union tenait grâce à la figure même de Knut. Après sa mort, en 1035, l'Empire a commencé à se désintégrer, car ses fils n'avaient pas le même autorité. En Norvège, les conflits internes se sont intensifiés, et l'Angleterre est rapidement revenue sous le pouvoir de la dynastie anglo-saxonne. Même au Danemark, la stabilité s'est révélée de courte durée, et ce qui avait été conçu comme un royaume unifié a commencé à revenir à ses anciennes frontières et à la politique locale. Néanmoins, l'expérience de Knut a démontré à quel point les Scandinaves avaient progressé. En une génération, ils étaient passés de chefs militaires à de véritables souverains. De nouveaux défis se présentaient désormais à eux. Cette transformation a marqué la fin de l'ère des Vikings. Leur rôle avait changé. Les marins libres étaient devenus des soldats de l'armée royale, des féodaux, et leurs navires avaient intégré la flotte organisée. Les dernières grandes expéditions n'étaient plus dirigées vers le pillage, mais vers la quête de pouvoir et de trône. Bien que l'esprit des temps anciens persistât, la carte politique de l'Europe avait changé à jamais. Après la mort de Knut le Grand, les Vikings ont progressivement perdu leur influence politique sur le continent. Néanmoins, l'héritage scandinave a continué d'exister à travers de nouveaux dirigeants, des chefs militaires et des mercenaires participant à la lutte pour le pouvoir, de Constantinople à York. L'une des figures les plus marquantes de cette période de transition était Harald Hardrada, dont le nom est associé à la dernière étape de l'ère des Vikings. Il a commencé sa carrière non pas au nord, mais au sud. Après avoir été exilé de Norvège dans sa jeunesse, Harald s'est engagé au service de Byzance. Là, il est devenu membre de la garde varangienne, un corps d'élite de garde du corps composé de Nordiques. Il a participé à des campagnes militaires, en Asie mineure et dans les Balkans, et selon les traditions, il a également combattu contre les Arabes et les pirates en Sicile. À Byzance, il a acquis richesse, expérience et notoriété, ce qui lui a permis de revenir en Scandinavie non pas en tant qu'exilé, mais comme prétendant au trône. En Norvège, il a commencé à régner aux côtés de Magnus le Bon, fils d'Olaf le Saint. Après la mort de Magnus, Harald a concentré tout le pouvoir entre ses mains. Son règne se caractérisait par sa dureté et son pragmatisme, ce qui lui a valu le surnom de Hardrada. Il a renforcé l'autorité royale, réprimé les rébellions et rétabli l'ordre dans les terres, auparavant sous le contrôle des Jarls, cherchant à étendre l'influence de la Norvège au-delà de ses frontières. La dernière campagne de Harald a commencé en 1066, visant l'Angleterre, où, après la mort d'Édouard le Confesseur, une lutte pour le trône a éclaté.
Harald estimait avoir des droits légitimes sur le pouvoir dans ce pays, s'appuyant sur de vieux accords entre Scandinaves et Anglo-Saxons datant de l'époque de Knut. Il a rassemblé une flotte et une armée, a débarqué dans le nord de l'Angleterre et a remporté la victoire à Fulford, battant les troupes des comtes locaux. Cependant, quelques jours plus tard, la bataille emblématique de Stamford Bridge a eu lieu, marquant la fin d'une ancienne époque. Le roi anglais, Harold Godwinson, s'est rapidement approché avec son armée et a attaqué les Norvégiens au pont de Blixtorp. Harald est tombé contre l'ennemi au combat, se battant en première ligne. Sa mort est généralement considérée comme le dernier coup porté à l'ère des Vikings. Après cette bataille, les expéditions organisées en provenance du Nord ont cessé, mais cela ne signifiait pas la fin de l'histoire. Quelques semaines après cela, un autre prétendant a envahi l'Angleterre. Le duc de Normandie, Guillaume, qui était lui-même un descendant des Vikings. Son ancêtre, Rollo, avait fondé la Normandie un siècle et demi auparavant, recevant des terres du roi de France. Bien que les Normands aient, depuis longtemps, adopté le christianisme et se soient adaptés à la culture française, leur origine restait scandinave. Lors de la bataille de Hastings, en 1071, les troupes de Guillaume ont remporté la victoire sur les Anglais. Après la mort d'Harold, Guillaume est devenu le nouveau roi d'Angleterre, ce qui a non seulement changé le cours de l'histoire anglaise, mais a également achevé un cycle commencé avec les premières incursions vikings sur les côtes britanniques. Les descendants des pirates marins sont entrés à Londres, non pas avec le feu et l'épée, mais avec des armoiries et des bannières. Guillaume le Conquérant et ses héritiers ont posé les bases d'une nouvelle aristocratie, faisant du français la langue de la cour et remplaçant la noblesse anglaise par des Normands. Une réorganisation du système administratif a commencé. C'était déjà une nouvelle époque, mais ses racines plongeaient dans les temps de ceux qui débarquaient sur des navires aux têtes de dragons. La conquête de l'Angleterre en 1066 est devenue non seulement un événement politique, mais aussi un passage de l'ère des Vikings à l'hérésie des royaumes médiévaux. Avec la mort d'Harald Hardrada et l'arrivée des Normands au pouvoir, les Vikings en tant que force militaire ont disparu de la scène européenne. La fin de leur époque n'était pas due à une seule bataille, mais à un ensemble de changements dans le monde. La région où auparavant opéraient des bandes indépendantes a été occupée par des lois, des forteresses et des rois, avec des armées permanentes. Pendant 3 siècles, les Vikings ont exploité la vulnérabilité d'un monde fragmenté, où le pouvoir régnant sur les côtes de France, d'Angleterre et d'Irlande reposait sur des accords locaux, des alliances personnelles et un soutien instable. Dans les régions où le pouvoir restait instable, les Vikings agissaient rapidement et efficacement, utilisant leur mobilité. Ils pouvaient apparaître de manière inattendue, montrant leur détermination et prenant ce dont ils avaient besoin avant que l'ennemi n'ait le temps de réagir. Cependant, à partir du début du Xe siècle, la situation a changé. En Europe, des royaumes ont commencé à se renforcer, bâtis sur de nouvelles bases. Les armées sont devenues permanentes, les garnisons régulières, et la collecte des impôts a commencé à se faire selon un calendrier établi. En Angleterre, où un siècle plus tôt la milice se rassemblait sur la base d'un conseil, une structure royale organisée était désormais en place. Les terres franques et germaniques étaient recouvertes d'un réseau d'évêchés, accompagnés de troupes armées. Les villes ont reçu des murs en pierre, et le pouvoir est devenu hiérarchisé, excluant la possibilité d'actions extérieures. Des changements similaires se produisaient également en Scandinavie.
Le pouvoir des jarls cédait progressivement la place au roi, qui ne dirigeait plus seulement des expéditions militaires, mais gouvernait également les terres par l'intermédiaire de gouverneurs et de lois. Les décisions étaient désormais transmises non plus oralement, mais documentées. Les tribunaux ont évolué en organes administratifs, et le Thing s'est transformé en conseil royal. Tout ce qui reposait auparavant sur des serments mutuels a commencé à se soumettre à un nouveau système. Les personnes qui s'appuyaient autrefois sur leur force et le soutien de leur lignée sont devenues dépendantes des décrets. Cette transition s'est faite progressivement, accompagnée de résistance et de lutte pour maintenir les anciens ordres, mais le système se renforçait, laissant parfois l'indépendance derrière lui. Un monde fondé sur les lois et la discipline a progressivement remplacé l'époque où tout était déterminé par la volonté personnelle et la force. Dans de telles conditions, l'importance du guerrier libre diminuait, car il ne pouvait plus maintenir le pouvoir, qui avait changé de lui-même. En même temps, un changement significatif s'est produit en Scandinavie, un changement religieux. Le christianisme est arrivé comme un nouveau système de croyance et a proposé une autre vision du monde, où la question principale est devenue le salut. Au lieu d'un destin régi par les Nornes, l'homme a commencé à suivre un chemin prédéterminé par la volonté de Dieu. Désormais, l'objectif n'était plus de laisser son nom dans la mémoire des générations futures, mais de tendre vers la vie éternelle. La lignée ne constituait plus la base de l'identité. Le baptême a intégré l'individu dans une nouvelle communauté, où la foi jouait un rôle clé et non l'origine. L'Église offrait un nouveau moyen de communication à travers l'écriture, l'école et la prédication. Les rois devenaient des souverains par la volonté de Dieu, recevant le droit de gouverner par l'onction, honorés par le pape et entrant en négociation avec d'autres monarques chrétiens. Leur légitimité reposait sur la reconnaissance. Avec ces changements, la structure de la société s'est également transformée. Des monastères, des écoles et de nouveaux systèmes judiciaires ont vu le jour. Le commerce est progressivement passé des marchés traditionnels à une régulation. Au lieu de bandes réunies par un appel, des armées permanentes ont émergé. La vengeance personnelle a été remplacée par des peines pénales. Tout est devenu strictement formel, réglementé et réparti selon les compétences. Un tel ordre excluait la possibilité d'initiatives individuelles qui caractérisaient auparavant les Vikings. Cependant, la disparition ne signifiait pas la fin. Les Scandinaves sont restés et sont devenus une partie de la nouvelle réalité. Le marin avec une hache s'est transformé en chevalier. Le marchand d'argent est devenu un commerçant au monastère, et l'héritier du jarl est devenu un vassal ayant prêté serment au roi. L'époque des Vikings s'est achevée, car le monde dans lequel ils existaient avait disparu. Bien que le Nord existât encore, il avait changé au point de devenir méconnaissable. Depuis que le dernier vaisseau de guerre a disparu à l'horizon, de nombreux siècles se sont écoulés, mais l'histoire des Vikings est toujours vivante. Elle continue de se manifester dans les noms des lieux géographiques, dans la mémoire collective, dans les artefacts découverts par les archéologues et dans l'héritage transmis de génération en génération. En Grande-Bretagne, notamment dans l'Est et le nord de l'Angleterre, il existe de nombreux villages et villes dont les noms proviennent de l'ancienne langue scandinave. Derrière ces noms se cachent de réelles localités où vivaient des personnes venues du Nord, qui ont fondé des familles et sont devenues une partie de la vie locale. La géographie fixe leur parcours, tandis que la langue préserve les témoignages de leur présence. En France, en Normandie
La mémoire des Vikings est profondément ancrée dans les familles aristocratiques, l'architecture et l'histoire politique. Les Nordiques se sont intégrés dans le nouveau système, leurs descendants sont devenus une partie de la noblesse locale, participant activement à la formation de l'ordre féodal, menant des guerres et gérant des domaines. L'histoire de cette région est indissociablement liée à leur nom. À l'est de l'Europe, dans les régions de la vieille Russie, la population ressent encore de manière tangible l'influence des Scandinaves, grâce aux découvertes archéologiques et aux noms des dirigeants. Les Vikings y ont exercé le commerce, formé des alliances et établi des contacts avec les communautés locales, participant ainsi à la formation des premiers États. Leur importance dans ces processus est confirmée, tant par des sources écrites que par des trouvailles matérielles. La science moderne enrichit cette question d'un nouvel aspect. Des études génétiques ont révélé que dans certaines régions d'Europe, des descendants de personnes qui empruntaient autrefois les routes vikings vivent encore aujourd'hui. Cela permet de retracer non seulement l'héritage culturel, mais aussi l'héritage biologique. Dans les lieux où se trouvaient autrefois des camps et des forteresses, vivent aujourd'hui les descendants de ceux qui ont apporté leur culture et leur langue. Les archéologues continuent de découvrir des objets liés à l'époque des Vikings, armes, bijoux, éléments de navires, ainsi que des vêtements et des articles artisanaux. Ces découvertes ouvrent une fenêtre non seulement sur les aspects militaires, mais aussi sur la vie quotidienne de cette époque. Notre conférence touche à sa fin. Nous avons couvert 3 siècles, des premières incursions sur les côtes à la formation des royaumes, du paganisme à la civilisation chrétienne, et des dracars au château de pierre. L'histoire des Vikings n'est pas simplement un épisode, mais une véritable époque qui a modifié la carte de l'Europe et influencé la culture, dont les traces subsistent jusqu'à nos jours. Je vous remercie de votre attention. J'espère que cette conférence a été utile et a suscité des réflexions intéressantes. Si ce sujet vous tient à cœur, soutenez-nous et à bientôt pour le prochain épisode.